Donc, au fond, le but ici, c'est surtout d'examiner un petit peu quels sont les problèmes qui peuvent se poser à l'aune des conditions générables applicables à ces différents modèles. Alors, à tout bien, tout honneur, puisque ce workshop organisé sous l'égide de la Fédération de la haute couture et de l'Institut de la mode, j'ai choisi la mode comme industrie, mais enfin, au fond, mes propos pourraient très largement s'appliquer à n'importe quelle industrie. Alors, l'époque où, effectivement, finalement, on faisait uniquement des sketchs avec un papier et un crayon est largement révolue, suivant. Et maintenant, effectivement, vous avez différents outils qui existent, qui vont vous aider dans vos processus de création dans le domaine artistique, notamment de la mode, mais bien sûr bien d'autres, suivant, avec des outils qui sont soit des outils que je qualifierais de généraux, comme Midjourney ou DALL-E, ou dédiés plus spécifiquement au domaine qui vous intéresse, en l'espèce de la mode, avec Raysleeve, BLNG, New Black, et j'en passe. Suivant. Et il y a 4 questions, au fond, que je veux ici examiner, qui sont, je pense, intéressantes, parce que le recours à ces outils n'est pas sans susciter quelques interrogations, parce que bien souvent, ce ne sont pas des outils générés à l'interne. Ça peut arriver, évidemment, ça facilite les choses, mais ils reposent et ils exigent une externalisation, finalement, le cas échéant, de vos contenus, en utilisant des outils standards fournis par des sociétés tierces. Et la première question qui va se poser, c'est dès lors de savoir, au fond, quelle va être la titularité des droits, d'abord sur les prompts, puisque tout le travail va commencer par du prompting qui peut être relativement complexe et élaboré. Vous voyez ici, alors moi je ne suis pas forcément un expert, mais du prompting par Claude, donc sur lequel on pourra revendiquer effectivement aucun droit puisqu'il a été généré par un outil d'IA, mais qui, le cas échéant, peut révéler un véritable savoir-faire et du même coup poser des questions en termes juridiques et de droit. Parce que même si peut-être un prompt n'est pas en soi protégé par des droits d'auteur, une question qui peut être débattue, les parties peuvent très bien contractuellement, en revanche, définir qui a des droits sur quoi. Suivant. Et si on regarde un petit peu, je vais passer les détails, mais les clauses contractuelles en la matière, on voit que très souvent, au fond, ces fournisseurs acceptent que la titularité des droits sur les prompts revienne, au fond, à l'utilisateur. En revanche, ce qui les intéresse, au fond, de vous laisser la titularité des droits, ça ne les dérange pas vraiment. Mais ce qu'ils veulent, c'est cette troisième colonne, c'est de dire, eh bien, vous allez nous octroyer une licence, en revanche, autrement dit, un droit d'utiliser vos prompts ou tout l'input que vous pouvez apporter dans ces outils pour qu'on puisse en faire, nous, ce que l'on veut. Et non seulement qu'on puisse en faire ce que l'on veut, mais que si on a des problèmes avec, eh bien, vous allez nous indemniser. La présentation est en anglais, et puis je parle en français, mais c'est donc ce qu'on appelle la Warranty Indemnification Provisions. Suivant. Mais là, vous avez finalement les termes de Raysleeve, qui est un outil spécifique, et puis de Midjourney, où on voit que ces fournisseurs, dans leurs conditions générales, se réservent un droit royalty-free, fully paid, irrevocable, worldwide, to reproduce, make available, perform, display, translate, modify, create, etc., etc., tous vos contenus que vous avez ingérés dans les outils. Donc il faut, là maintenant vous pouvez passer au suivant, il faut effectivement réfléchir tout de même à ce que l'on fait. Et ça veut dire, par exemple, ne pas insérer non plus de marque de tiers dans les prompts, parce que ça peut ensuite engendrer une éventuelle violation des droits à marque à des conditions dans les détails, je ne vais pas rentrer ici, mais avec une obligation potentiellement d'indemnisation. Évidemment, faire attention à tout ce qui est données confidentielles et à tout ce qui est aussi données personnelles. Suivant. Et par données personnelles, j'entends aussi, par exemple, du prompt qui pourrait, pour se faciliter la tâche, on va dire par exemple, crée-moi une campagne marketing dans le style de, là j'ai pris David Remer, qui est un photographe connu dans le domaine de la mode, avec un style particulier, et génère-moi des photographies dans le style de David Remer. Alors, évidemment, suivant, vous allez me dire, pour ceux qui sont juristes, ouais, mais le style, au fond, en droit d'auteur, ça n'est pas protégé. C'est juste. Néanmoins, si vous reprenez systématiquement
le style d'un auteur dans des campagnes marketing. Ça peut avoir des incidences sous l'angle notamment du droit de la concurrence, avec ce qu'on appelle, moi je suis suisse, mais ce qu'on appelle en France des effets de gamme. Hein, on a la même chose en Suisse sous une autre terminologie. Et donc susciter quand même potentiellement des problèmes sous l'angle juridique. Suivant. Donc, le conseil, c'est de dire, plutôt que de se référer à du selon le style de, etc., de se dire, qu'est-ce qui me plaît dans ce style, au fond? Quelles sont les spécificités? Quels sont les attributs? Et en fait, alors c'est un peu plus de boulot, mais de l'utiliser dans son prompting en se référant véritablement aux caractéristiques sans se voir ensuite potentiellement effectivement reprocher une violation des droits du photographe et des effets de gamme et autres. Aussi, pensez toujours évidemment à documenter les sources d'inspiration parce que si vous travaillez avec des équipes juridiques, ça facilite quand même le travail ensuite des équipes juridiques. Ça, c'est le premier point pour les prompts. Suivant. Le second, c'est évidemment ce qu'on appelle l'output, donc le livrable, le résultat du travail de prompting. Suivant. Et là, pareil, au fond, les fournisseurs vous garantissent, enfin, vous laissent assez aisément la titularité des droits sur les résultats. On voit que certains outils, j'ai mis not stated, vous ne trouvez rien dans les conditions générales, ça reste assez flou. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes titulaire ou pas? Ce serait nécessairement une interprétation là, des conditions dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais en général, au fond, vous êtes effectivement titulaire des droits. Alors, pour Midjourney, si votre chiffre d'affaires dépasse 1 million, il faut avoir des licences pro, certains modes, etc. Mais là aussi, cela veut dire qu'en contrepartie, d'une part, vous endossez aussi la responsabilité de ce qui est généré et de l'utilisation que vous allez en faire. Et aussi que vous accordez très largement une licence à ces fournisseurs par rapport au contenu que vous générez, dont ils peuvent faire librement usage, avec certaines restrictions, notamment Midjourney. Il est vrai qu'il y a dans ces modèles d'abonnement certaines réserves pour les modes les plus élaborés, où vous pouvez même faire en sorte que le résultat généré ne soit pas divulgué publiquement. Mais on voit que l'examen de ces conditions générales n'est pas sans incidence quand même ensuite sur, au fond, le business. Suivant. Alors, la question de savoir est-ce que l'output est protégé par des droits d'auteur, c'est effectivement en cours de discussion. Il y aura un panel de mes collègues plus tard là-dessus. Les États-Unis sont plutôt défavorables. Pour eux, finalement, le prompt, tout ça, ce sont juste des instructions, des idées données à l'outil, mais c'est finalement tout l'outil qui fait le travail créatif, et donc il n'y a pas lieu de protéger les résultats par des droits d'auteur. L'idée aussi du USCO dans un rapport rendu récemment, c'est de dire, au fond, on a quand même un peu peur de l'impact que ça peut avoir sur la création humaine. Et au fond, on se dit que si on limite les droits d'auteur sur les résultats générés par l'IA, ça va quand même encourager, ou en tout cas préserver un peu la création humaine qui, elle, sera protégée. Bon. Voilà. Après, ça, c'est des questions de débat et je laisserai mes collègues en discuter. Certains auteurs, notamment aux États-Unis, disent, mais au fond, finalement, aujourd'hui, les droits de propriété intellectuelle, c'est essentiellement un instrument économique. Et là où il y a de la valeur, il va y avoir d'une manière ou d'une autre des droits à voir. Toujours est-il que s'il n'y a pas de droit d'auteur sur les résultats, le débat, d'un point de vue juridique, va certainement se déplacer sous l'angle de la concurrence déloyale et des questions de parasitisme et autres. Suivant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, au vu des doutes quant à la protection par de droits d'auteur des résultats générés, il semble en tout cas se dégager assez clairement à part en Chine qu'il ne faut pas laisser les GenAI être dans le siège du pilote. Il ne faut pas se reposer purement sur les résultats générés par ces outils et en faire le seul outil, on va dire, qui est utilisé pour générer une œuvre. Il faut donc, au fond, l'utiliser uniquement comme un outil d'assistance à la création, mais où il y a un impact humain direct, j'ai envie de dire, qui prend son crayon effectivement et sa plume, pour montrer que l'être humain continue à avoir l'individu effectivement un impact direct dans sa contribution sur l'individualité du résultat. Sans cela, le seul résultat généré en soi risque fort de ne pas être protégé. Et donc, il va falloir effectivement documenter en quoi
dans le processus de création, l'être humain est véritablement intervenu directement, autrement que par du prompting, pour aboutir à finalement un résultat utilisable. Suivant. Troisième question, c'est de savoir, mais est-ce que ces livrables, au fond, je peux très bien les utiliser uniquement comme du support marketing. Suivant. Alors, il y a une start-up qui a reçu un prix de l'innovation récemment de LVMH, qui est Fancy Tech, qui génère, au fond, des vidéos justement pour des marques, essentiellement dans le cadre de campagnes marketing. Et là aussi, suivant, alors je ne vais pas vous passer parce que, en fait, ce qui est en jaune, c'est d'abord, c'est assez standard comme condition générale, mais on voit que l'outil est fourni as is, on dirait en anglais, ça veut dire qu'il se dégage de toute responsabilité par rapport à ce qui peut arriver. Et puis surtout, là aussi, ils se prennent une licence, au fond, sur tout ce qui va pouvoir être prompté ou généré comme vidéo au travers de l'utilisation de leur outil, pour les réexploiter eux-mêmes s'ils le souhaitent, en faire des œuvres dérivées, les modifier, etc. etc. Donc, c'est très bien, mais enfin, là aussi, au fond, on ne va pas être le seul à pouvoir exploiter ces vidéos. Et là, on voit que finalement, les grosses boîtes auront quand même tout intérêt à discuter avec ces fournisseurs pour avoir des licences customisées, j'ai envie de dire, en la matière. Ce qui est intéressant aussi, alors ça c'est pour les juristes, mais c'est qu'il n'y a aucune disposition relative au droit applicable, au tribunal compétent, ce qui est quand même assez rare. Donc on voit que voilà, ça reste assez sommaire d'un point de vue quand même juridique. Suivant. Question qui se pose, c'est de se dire, bon, au fond, si je trouve certains résultats, par exemple dans le domaine de la mode, exemple là, amusant, mais que je ne vais pas en faire lancer une gamme de production sur de tels vêtements, est-ce que je peux les utiliser simplement un petit peu sur mon site à des fins un petit peu fun ou présenter ce qu'on peut faire. Le problème qui peut se poser, alors je ne réponds pas à la question, mais c'est de dire, mais est-ce que ça pourrait être de la publicité trompeuse en ayant tout à coup un client qui appelle et qui dit « Ah, mais moi j'ai vu sur votre site, j'aurais bien aimé ceci, cela », et que tout à coup on lui dit « Non, mais écoutez, ça en fait c'est pour le fun, mais on n'a pas ça dans nos lignes de production ». Est-ce que ça pourrait susciter quelques problèmes au niveau de la concurrence déloyale, de la tromperie ? Question ouverte. Toujours est-il, suivant, que ce qu'on peut sans doute recommander, c'est soit d'éviter de l'utiliser uniquement comme du support marketing, ou alors d'être transparent. La transparence, c'est un des mots-clés, évidemment, aujourd'hui avec tous ces outils. Transparent et avoir une section peut-être dédiée où on dit, voilà un petit peu ce qu'on a pu faire par fun avec certains outils, etc. Suivant. Maintenant, dernière question. Est-ce que je dois me préoccuper de tout ce qui est input, autrement dit les données d'entrée, utilisées dans le cadre de ces modèles? Suivant. Alors, on pourrait se dire non, parce que finalement, on pourrait se dire finalement, c'est le problème du fournisseur. Moi, j'utilise son outil, mais au fond, moi, ça ne me concerne pas. Mais on peut aussi se dire oui, et la réponse suivante va plutôt être affirmative pour deux raisons. La première, c'est que ces fournisseurs ont une très large exonération de responsabilité, où on vous dit en gros, écoutez, nous, on vous fournit l'outil tel qu'il est, mais au fond, voilà, nous, on ne va pas vous donner de garantie par rapport effectivement à l'absence de violation des droits de tiers sur nos datasets, etc., sur les données d'entraînement, etc. Il y a une exception. Alors bon, d'abord, effectivement, j'ai mis en rouge, la réglementation européenne va un peu changer ça, avec certaines quand même clauses que les fournisseurs de modèles d'usage général seront obligés de mettre en œuvre. Mais DALL-E fait effectivement déjà exception en la matière en ayant une forme d'indemnisation en cas de violation de droits de tiers, suivant, si ce n'est que cette clause, que je ne vais pas détailler ici, a quand même beaucoup d'exceptions. Et au fond, on vous dit oui, on va vous indemniser si vous violez les droits de tiers, à moins que A, B, C, D, E. Et donc là aussi, il faut être vigilant et aller lire un petit peu ces exceptions qui, au fond, réduisent quand même la portée de l'obligation pour GPT et OpenAI d'indemniser finalement leurs clients. Suivant. La deuxième raison qui fait qu'il faut quand même s'intéresser à ces datasets, c'est que eh bien, comme il y a beaucoup de scrapping qui va être fait, il n'est pas du tout exclu qu'en tant que brand owner, vos propres marques soient reprises dans ces datasets et se retrouvent tout à coup dans des outputs de manière que vous ne souhaitez pas. Et donc, ce que j'en sais de certains de mes clients, l'un des projets, j'ai envie de dire 2025, ça va être de faire
un opt-out qui, sans entrer dans les détails, est rendu possible par une directive sur le droit d'auteur, et de dire, eh bien, il faut que sur tous nos sites, on insère des clauses de opt-out pour éviter qu'il y ait des robots qui viennent faire du crawling sur tous nos sites et pomper tous nos contenus. Alors la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est de se dire comment on fait ce opt-out. Est-ce que de mettre dans des conditions générales suffit ? En Allemagne, il y a eu déjà une décision qui a répondu par l'affirmative en disant que finalement, tous ces fournisseurs, eh bien, on peut attendre qu'eux aussi aient des technologies pour détecter dans les conditions générales ces opt-out et que finalement, on peut aussi attendre de leur part une certaine diligence en la matière et que de l'insérer dans des conditions générales est suffisante et peut être finalement mis en force à leur encontre. Bon, affaire à suivre. Il y a beaucoup aussi d'écrits sur ces questions de opt-out à l'heure actuelle. Suivant. Donc, en conclusion, d'abord, bien penser à aller examiner les conditions générales de ces fournisseurs parce que ça implique quand même le recours à des outils qui ne sont pas développés à l'interne, mais avec des fournisseurs externes qui se réservent tout de même passablement de droits sur ce que vous exploitez et ce que vous allez faire. Au niveau des inputs, pensez à ne pas se référer par exemple à des noms d'artistes, le style, mais plutôt identifier encore une fois les attributs, les spécificités, ce qui fait que ça vous plaît, et de documenter finalement toute l'histoire de ce processus créatif pour voir notamment aussi où est potentiellement l'impact humain. Et ça, c'est en lien avec l'output. Ah tiens, je vois que la mise en page, elle a un petit peu sauté, c'est bizarre. Mais c'est donc s'assurer aussi que dans ces résultats, par exemple, on ne viole pas de droit d'auteur, avoir une certaine due diligence, que ce soit en termes de marque ou potentiellement de droit d'auteur. De s'assurer qu'il y a un regard humain, si possible avec un véritable impact sur le processus créatif et pas juste une validation de ce qui est généré, parce que là, à l'heure actuelle, il y a quand même une tendance qui se dessine, à part en Chine, mais à dire potentiellement ça n'est pas protégé effectivement par des droits d'auteur, avec des conséquences potentiellement importantes, évidemment. Et puis d'avoir une certaine forme de transparence. Et puis enfin, j'ai terminé par ces questions de opt-out pour éviter que vos propres contenus ne soient repris et entraînent potentiellement des reprises de vos marques ou autres dans des outputs qui seraient jugés guère souhaitables. Voilà, c'était un peu un snapshot assez rapide parce que la journée est dense et puis tout le monde est bien courageux de rester assis tranquillement. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous souhaite une belle après-midi. Merci.